Vous savez, à la commission sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants, nous recevons des personnes qui ont 40, 50, 60 ans, 70 ans, 80 ans parfois, et elles décrivent la maison de l'horreur, exactement comme dans les lectures que nous venons d'entendre. Et nous sommes capables de dire à ces personnes, oui, on vous croit, c'était la maison de l'horreur. Mais on les croit parce qu'elles ont 75 ans. Elles auraient 8 ou 10 ans, on ne les croirait pas. Je crois de plus en plus que le défi pour la protection, c'est notre capacité d'interpréter nos principes fondamentaux. Au bout du compte, ce qui fait toujours obstacle à la protection, ce sont nos principes. Est-ce que vous êtes contre la présomption d'innocence? Est-ce que vous êtes contre le principe d'un juge impartial? Est-ce que vous êtes contre le principe de la charge de la preuve? Autrement dit, est-ce que vous voulez vivre dans une démocratie ou dans une dictature? Plutôt démocratie? Est-ce que vous pensez que le principe de la présomption d'innocence a été pensé par les humains pour générer l'impunité des agresseurs, des violeurs d'enfants, des violents conjugaux? Je crois que ce ne sont pas nos principes qui sont à remettre en cause, mais la façon dont nous les interprétons. Et nous avons tendance à interpréter nos principes d'une manière qu'ils vont faire écran entre l'enfant et la protection, entre la femme victime de violences conjugales et la protection. Pour le juge, on dit c'est le principe de l'impartialité. Pour vous, on va dire c'est le principe de la neutralité bienveillante. On est d'accord? Et moi, j'aime bien cette phrase du psychothérapeute Pierre Lassus. Il dit « Entre le loup et l'agneau, être neutre, c'est être du côté du loup. » Et pour lutter contre nos représentations personnelles ou collectives, il faut injecter du savoir, des connaissances. C'est ce que les experts qu'on a écoutés ce matin ont toutes fait. Elles ont injecté des connaissances. C'est un état de savoir. Par exemple, le pseudo-concept d'aliénation parentale. Voyez comment il infiltre notre pensée professionnelle. Comme c'est plus difficile de voir la violence que de ne pas la voir. Alors qu'on sait, parce que c'est le savoir qui nous le montre, que les fausses allégations, les fausses dénonciations sont extrêmement rares, extrêmement résiduelles, qu'on étudie dans la recherche des dossiers de divorce ou qu'on étudie des signalements de maltraitance faits aux enfants, on trouve très peu de fausses dénonciations. Nous, les juges, je ne sais pas si les collègues seront d'accord avec moi, mais quand on nous demande un peu d'expliquer notre travail, nous disons invariablement « Ah mais moi je fais du cas par cas ». Moyennant quoi nous faisons toujours la même chose, la coparentalité. Et je pense que pour faire du cas par cas, pour essayer de s'approcher le plus précisément possible du réel éprouvé par les personnes que nous rencontrons, il faut avoir des grands modèles présents à l'esprit. Et c'est pourquoi je vous propose ces deux catégories. La première, c'est ce que j'appelle les 4 configurations de conjugalité. Et la seconde, c'est ce que j'appelle les 4 registres de la parenté. Les 4 configurations de conjugalité sont l'entente, l'absence, le conflit et la violence. Et je crois que quand on a ces 4 configurations dans la tête, on peut essayer de voir précisément ce que vivent les familles. L'entente, ça peut être parce que les 2 parents s'entendent pour faire du mal à leurs enfants ou pour les négliger. Mais l'entente, ça peut être aussi quand les 2 parents s'entendent pour faire du bien à leurs enfants. Et je crois que c'est très grave que la société fasse injonction aux parents de s'entendre quand ils peuvent plus supporter. On dit mais c'est pas possible, ils ont vécu pendant 15 ans ensemble, ils se sont aimés, ils ont fait 4 enfants, et maintenant qu'ils se séparent, l'autre est devenu pire que tout. Ben oui, mais c'est comme ça qu'on est. Nous les humains, c'est comme ça qu'on fonctionne. Et il faut l'accepter. Parce que quand on exige des gens qui se conforment au modèle des bons parents qui s'entendent, ça aboutit toujours à une seule chose, la loi du plus fort. Le deuxième modèle, c'est l'absence. Je n'oublierai jamais, quand j'étais juge aux affaires familiales, une femme qui avait saisi le juge aux affaires familiales, elle est tombée sur moi, la pauvre, elle demandait l'exercice exclusif de l'autorité parentale. Elle disait « Je m'occupe toute seule de mon enfant. Le père n'est jamais là, on ne sait jamais quand il arrive, on ne sait jamais quand il ramène mon fils. » Et moi, je m'entends encore dire « Mais madame, votre vie de couple s'est mal passée, mais vous devez rester parents ensemble. Et si je retire l'exercice de l'autorité parentale au père, il va encore plus s'éloigner, c'est pas l'objectif, et patati et patata. » Et je vois encore son regard. Elle se disait, mais si je peux pas demander ça à la justice, à qui est-ce que je peux le demander?
Elle demandait seulement à vivre en paix. Et on voit que dans le modèle de l'absence, la coparentalité est impossible. De la même manière, il faut distinguer le conflit et la violence. Et puis l'autre, c'est ce que j'appelle les 4 registres de la parenté: la filiation, l'autorité parentale, le lien et la rencontre. Et nous, les humains, on a tendance à penser que dès lors qu'il y a la filiation, il faut qu'il y ait l'autorité parentale, le lien et la rencontre. On fait un paquet groupé. Dans le livre dont vous avez parlé, Pierre-Yves, que Karen Sadlier a dirigé avec Ernestine Renet et moi, Karen Sadlier nous invitait à la fin du livre à réfléchir à une situation réelle qu'Ernestine Renet et Karen Sadlier avaient connue en Seine-Saint-Denis. C'est un homme qui tue sa femme sous les yeux de leur petite fille. Une petite fille qui a moins de 10 ans. Son père est en prison, sa mère est morte. Elle est confiée à une famille d'accueil ou à son grand-père, je ne sais plus. De la prison, c'est le père qui dit si sa fille peut avoir des soins en psychotrauma ou pas. Moi, j'appelle ça un système pervers. L'auteur du trauma ne peut pas être celui qui décide des soins ou pas. Et ça, c'est la confusion entre la filiation, l'autorité parentale, le lien et la rencontre. Puisque oui, c'est son père. Et malheureusement, oui, il va falloir qu'elle fasse avec toute sa vie. Mais c'est pas parce que c'est son père qui doit avoir l'autorité parentale. Et c'est pas parce que c'est son père qu'il faut qu'il y ait le lien et la rencontre. La distinction entre le lien et la rencontre a transformé ma vie de juge des enfants. Parfois, la rencontre attaque le lien. Et moi, j'ajoute, parfois, il faut aider l'enfant à se délier, à se détacher, à se défaire de la présence omnipotente à l'intérieur de lui, de la figure de l'agresseur. Il y a beaucoup de choses intéressantes dans ce décret qui a été publié le 25 novembre, signé par le Premier ministre et le ministre de la Justice, et notamment sur les enfants victimes de violences conjugales et les enfants victimes de violences sexuelles. Quand un parent porte plainte contre l'autre parent pour non-représentation d'enfant, si le parent qui est mis en cause pour non-représentation d'enfant se justifie en disant « l'enfant est victime de violences », notamment d'inceste, alors avant de déclencher des poursuites pénales, le procureur de la République doit faire la vérification de la situation de l'enfant. Et faire la vérification, je me tourne vers les gendarmes, ça veut dire faire une enquête. Donc ça veut dire suspension des poursuites pour non-représentation d'enfants, à partir de février 2022. Et ça, c'est un signal très fort.